Bonsoir à tous. Il est 18h30 exactement. Donc, je pense que nous sommes déjà à peu près une dizaine. Je vois 8 personnes, 7 personnes exactement. Donc, on va prendre quelques minutes. Peut-être on se donne jusqu'à 18h35 et puis on va se présenter brièvement. Vous venez de quel pays, le projet, vraiment, on ne prend pas plus de 30 secondes. Moi, je suis au Cameroun. Monsieur Danin Gongan, je suis dans le secteur bancaire et à côté, j'accompagne les PME, chefs d'entreprise, porteurs de projets dans tout ce qui est structuration, développement commercial et stratégie. Donc, dans le cadre du Tropics Business Incubator, nous travaillons, comme vous l'avez déjà vu, avec Maître Vincent, Jean-Moïse et puis toute l'équipe de Madame Vénitia. Donc, voilà brièvement. Tout à l'heure, nous allons échanger donc sur le marketing. Et puis, on va apprendre tous ensemble ce qui est important dans ce domaine-là pour faire marcher, pour faire croître votre entreprise. Donc, on va commencer peut-être par Claudia et puis à tour de rôle, chacun se présente de manière succincte pour qu'à 18h35, nous puissions démarrer. Bonsoir tout le monde, je suis Claudia Makambala, j'évolue dans les télécoms en qualité de coordinateur content. Alors, je m'occupe de tout ce qui est lancement lancement de services. Et dans le cadre de Tropics Business, j'ai soumis un projet de thé pour développer, si vous voulez, une usine de fabrication de thé ici au Congo. Merci. Merci, Claudia. Le suivant, Jessica. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Gaëlle Jessica. Je suis du Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Je suis enseignante de profession et dans le cadre du Tropics, je me suis lancée dans l'agriculture avec un projet de production et de commercialisation de la fraise ici au Congo. D'accord. Merci, Jessica. Ulrich Cabrel. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ulrich TB. Je suis camerounais et je suis un ingénieur agronome avec un master en énergie et machinisme agricole. Dans le cadre du Tropics Business, mon projet porte sur l'agroalimentaire et plus précisément sur la fabrication de farine infantile pour les nourrissons et les jeunes enfants. Merci. D'accord. On va prendre qui? Oslo. iPhone de Oslo, je ne vois pas de nom à côté. Okay. Bonsoir à tous. Moi, c'est Nassi Oslo. Je suis de nationalité béninoise. Je suis créateur de mode béninois et promoteur d'une école de mode, de l'Institut de mode OK Fashion. Donc, dans le cadre du Tropic Business, je suis en train de chercher les voies et moyens pour développer cette école afin que les étudiants ou bien ceux qui veulent embrasser ce métier aient toutes les aptitudes. Donc, on va prendre Freddy. Si Freddy est là, il peut prendre le relais. Bonsoir à tous. Moi, c'est Concho Eman Freddy du Cameroun. Dans le cadre du ingénieur de profession, dans le cadre du Tropic Business, j'ai mis en avant une plateforme qui mettra en connexion l'écosystème du e-commerce, les vendeurs en ligne et les entreprises. OK, je crois que j'ai terminé. Non, monsieur, vous m'avez oublié en fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, nous écoutons parfait.
D'accord, bonsoir. Je suis Percy Mendom, déclarant en douane de profession. Et donc, dans le cadre du Tropique, j'ai soumis un projet sur la fabrication et la commercialisation des chaussures à semelles en bois. Je suis donc du côté du Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Saïd Sudessar. Je suis technicien agricole dans le cadre du Tropic Business Summit. J'ai soumis un projet d'agriculture que j'ai nommé DAO Agri et je suis de la Mauritanie. Merci. Je pense que notre coach, Dani... Je crois que justement le coach a un souci de connexion. Je crois que c'est lui qui doit avoir, il vient d'écrire dans le groupe. Il a eu il dit qu'il se connecte. Un souci qui se reconnecte là. Qui se reconnecte, effectivement. Nous allons patienter, là. Oui, nous patientons. À mon avis, pour j'aimerais savoir un peu. Oui, on a le travail qui avait lieu de faire par rapport au business model. On devait l'envoyer dans la boîte email, c'est ça? Oui, oui, justement. Ah, d'accord. OK. C'est vrai que et moi, donc, j'avais... Bon, je l'ai fait, mais pas par boîte mail. Je l'ai plutôt envoyé dans le groupe. C'est après que, c'est tout à l'heure, là, j'étais un peu boulot. Et si j'ai constaté qu'on avait donné une adresse mail dans laquelle il fallait transférer. Donc, je vais transférer ça tout à l'heure. Mais de toutes les façons, je pense qu'il a reçu. Hein? Je pense qu'il a reçu votre travail. Ah oui, pour la recevoir déjà. Moi, je pense qu'on doit continuer les présentations, hein, non? Oui, de la temps. Tout à fait. À mon avis. Très, 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 très mauvais. Donc, juste un instant. Et puis, on va prendre. Donc, je pense qu'on va y aller sans plus tarder. Donc, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, que je règle un peu ce qui fait défaut de mon côté. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, pas encore. Non, attendez, je vais essayer de refaire le partage. Très, très, très. Maintenant, je pense que... Oh, c'est pas possible. Là, je crois que vous voyez mon écran quand même. Nous voyons, mais il n'y a rien d'affiché. Ouais, ça tourne. Ok, juste une minute, parce que là, j'ai déjà partagé le document. Je suis en train de tourner, patienter une minute et puis on démarre. Ouais, c'est bon. C'est bon maintenant. D'accord. Chez vous, c'est bon. Par contre, moi, il fait des siennes, mais je pense qu'on va y aller puisque vous, déjà, vous voyez, c'est ce qui est important. Donc, cette semaine, ce jeudi et jeudi prochain, durant 1h, 1h30, nous allons échanger sur le marketing. Donc, nous avons prévu quelque chose d'assez pratique. On va faire un partage d'expérience afin que même ceux qui n'ont pas encore été confrontés à cette activité-là puissent comprendre de quoi il s'agit et arriver à l'implémenter rapidement dans leur activité quotidienne. Donc, le programme, on va
de dérouler. Donc, je pense le pourquoi. On le sait tous, vous êtes des chefs d'entreprise. Donc, vous devrez arriver à développer vos activités, la vente de vos produits, à pérenniser votre entreprise. Donc, sans le marketing, vous n'arriverez pas à le faire. Vous voyez aujourd'hui même des multinationales qui ont une réputation, une renommée quasi mondiale, continuent d'investir dans le marketing. Ça veut dire que ce n'est pas une activité à prendre à la légère. Il faut vraiment y mettre du sien, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes financiers et autres. Donc, après le pourquoi, quels sont donc les objectifs de cette formation? Donc, à la fin de la formation, normalement, il y a 4 points que nous avons identifiés qui, pour nous, sont importants pour en trouver plus lors de vos recherches. Premièrement, comprendre les bases du marketing. Une fois que vous comprenez les bases, il est important de savoir dans quel environnement vous évoluez. Donc, connaître votre marché et son environnement. Ce qui vous permettra donc de répondre aux attentes de vos clients et de vos consommateurs. Il ne faut pas mélanger parce que quelqu'un peut être client, mais il ne consomme pas votre produit. Donc, il peut aussi faire partie de votre cible. Et le dernier point, ça sera le plan marketing. Donc, ce programme-là va être fait en 2 semaines pour que nous ayons le temps des échanges, de prendre des cas pratiques et puis de nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, le plan qui a été présenté tout à l'heure, les objectifs de formation, voilà le plan en lui-même. Il a cette partie. Premièrement, qu'est-ce que le marketing? L'entreprise et son marché, segmenter le marché et définir son cœur de cible, définir sa proposition de valeur et son positionnement, le mix marketing et la stratégie, le plan marketing. Et le 7e point, qui n'est pas forcément entrer directement dans le marketing, c'est la mesure des résultats. Parce que si vous faites tout ça et à la fin, vous ne voyez pas, vous n'essayez pas de voir si vous avez atteint vos objectifs, si vous les avez dépassés, si vous êtes en deçà, je vous assure que vous irez droit dans le mur. Donc, tout ce qu'on fait, à la fin, il faut toujours s'arrêter pour mesurer ce qu'on a fait, regarder les écarts et puis on s'adapte. Si on a mal fait, on ajuste, on corrige le tir et on continue. Si on a bien fait, on consolide les acquis pour continuer à gagner de l'argent. Je pense que vous savez tous que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, l'entreprise ne fait pas dans le social. Même si on parle parfois de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pour se donner bonne presse, mais le but premier d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, on va donc commencer. Qu'est-ce que le marketing? Je pense que là, on ne va pas aller directement sur les slides. Vous avez les micros. Si quelqu'un veut ouvrir déjà le sien pour nous donner sa compréhension du marketing, et puis on échange là-dessus avant de voir quelle est la définition qui, pour nous, pourrait être retenue. Donc, qui veut se lancer? Qu'est-ce que le marketing? Pardon. Oui, je vous ai dit, c'est une séance qui doit être vraiment interactive. Donc, vous allez remonter ce que vous rencontrez sur le terrain, les difficultés ou les bonnes choses que vous faites. Et ensemble, on va arriver jusqu'au dernier point qui est le plan marketing et après la mesure des écarts. Donc, nous sommes sur la définition. Qu'est-ce que le marketing déjà? Si quelqu'un peut, de par sa connaissance ou les recherches qu'il a faites, nous donner une définition du marketing. Alors, je peux répondre? Pas de volontaire? Je peux me lancer. OK, on va poser la question autrement. Pardon? OK, on va y aller autrement. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà mis des produits sur le marché. Donc, est-ce que cela peut nous dire comment est-ce qu'ils font de manière basique pour vendre leurs produits? Comment est-ce qu'ils procèdent? Allô, je peux y aller?
Oui, oui, on Allô? t'écoute aussi. Voilà. Moi, je vais aller directement sur ce que je pense être le marketing. C'est tout ce que nous faisons pour savoir qui sont nos clients, quels sont leurs besoins et ce qu'ils veulent réellement. Je pense aussi que c'est ce que nous faisons pour satisfaire leurs besoins et réaliser un bénéfice en leur procurant les biens et services dont ils ont besoin. Voilà. Et donc, pour appuyer la définition de Oslo, je pourrais dire que c'est un ensemble de techniques et de stratégies, donc poussant un consommateur à acheter un produit. Et cela passe par diverses étapes. Déjà, il y a la distribution qui est dans le marketing, il y a la relation client, il y a l'étude de marché, connaître ce que veut réellement le client pour mieux répondre à ses attentes. Et il y a également la communication qui est très importante, donc faire connaître son produit et avoir du retour positif. Donc, c'est un peu ça, Monsieur Dior, pour ma part. Alors, moi, je compléterai en disant que ça a été, la définition du marketing a été déjà partagée sur ce que vous venez de nous montrer là. Et effectivement, pour moi, le marketing, c'est la somme de toutes les techniques, stratégies, les idées, les pensées. En fait, c'est vraiment une synergie d'énergie qu'on met autour d'un service, d'un produit, ou voilà, que l'entreprise essaie d'exercer pour vendre en fait ce qu'il souhaite proposer à l'ensemble de son marché. Et pour ce, il faut toute une étude derrière, il faut connaître le marché, il faut segmenter le marché parce que le produit, déjà, il faut le savoir à qui le vendre. Et c'est là où la communication aussi doit intervenir parce qu'il faut des techniques de communication, par exemple, pour tel ou tel produit. Quels sont des canaux que un marketeur doit utiliser pour vendre son produit? Est-ce qu'il faut utiliser des réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut utiliser la télé? Est-ce qu'il faut utiliser... Il y a d'autres qui font le terrain. Et puis, à côté, il y a aussi la proposition de valeur que j'ai vue là, qu'on doit mettre en place pour se démarquer des autres sur le marché, parce que généralement, on vend tous les mêmes produits. Maintenant, ce qui doit créer la différenciation, c'est dans la proposition de valeur. On a parlé de la chaîne de distribution. Tout ça là, c'est de se dire où on doit les vendre. Est-ce qu'on doit créer les points de vente? Est-ce qu'on doit se reposer sur des commerciaux qui doivent faire du porte-à-porte? Donc, voilà, tout ça là, c'est l'ensemble c'est la définition que moi, je peux donner au marketing. Je pense que j'ai des soucis avec la connexion. Donc, de temps en temps, je vais être déconnecté et puis on va continuer. Donc, veuillez vraiment m'excuser pour ce désagrément. Je repartage à nouveau mon écran pour que vous ayez, vous aussi, le document en même temps que nous parlons. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez en ce moment, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. 5 sur 5. Donc, avant que le document ne soit à l'écran pour vous, est-ce que donc on peut revenir sur ce que nous disions tout à l'heure concernant le marketing? Qui peut donc partager, par exemple, son expérience ou ceux qui sont déjà sur le terrain? Comment est-ce qu'il fait pour vendre ses produits, pour approcher ses clients? Donc, de manière basique, comment est-ce que vous procédez? Et cette question est, enfin, ça concerne les personnes qui ont déjà leurs produits sur le marché, c'est bien ça? Oui, ceux qui ont déjà commencé à vendre quelque chose. Puisque là, on est sur la définition du marketing. Donc, ceux qui ont déjà commencé, comment est-ce qu'ils procèdent? Bonsoir. Oui, une personne à la fois. Oui, Claude, c'est Claudia qui parlait ou Saïdou? Saïdou peut parler, pas de souci. Vas-y, Saïdou. Claudia, vas-y, là, mute son micro, hein, je pense. Donc, l'un prend la parole, l'autre va suivre tout de suite après. Alors, moi, je disais d'une façon ou d'une autre, on a tous... moi, je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore mis mon produit sur le marché comme tel, mais je dirais d'une façon ou d'une autre, on a tous essayé de vendre quelque chose, même si c'était pas derrière un label d'une entreprise, mais on a tous vendu quelque chose.
on a tous commencé par des premiers pas où on se dit, bon, voilà, je vais vendre, je vais vendre des chaussures, par exemple. Je vais vendre des habits. Oui. Après, on se pose la question si, par exemple, ce que tu vends coûte un peu plus élevé. Par exemple, si tu fixes un prix de 100 000, tu n'iras pas, par exemple, voir les étudiants qui Oui. vont t'acheter ces produits-là à 100 000. Et du coup, pour toi, ta cible, ce sont des Oui. entreprises, ce sont des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Et puis, parfois, tu te dis, OK, il y a une partie où je dois aller vers les personnes qui ont ce pouvoir d'achat. Une fois que tu es ciblé, voilà ton cible. En même temps, tu te dis, bah, peut-être que je dois aussi passer par des canaux digitaux pour pouvoir vendre mon produit. Donc, voilà, il y a toute une stratégie. Après, on peut se dire, OK, si mon produit coûte tellement cher, si vous achetez 2 rangs, par exemple, je donnerai un petit gift. Donc, tout ça sont des stratégies, des techniques de vente qui font à ce que, voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre du marketing. D'accord. Donc, ce que je retiens chez Claudia déjà, vendre, c'est déjà choisir. On choisit à qui on vend, on définit un prix qui va nous garantir un bénéfice derrière. Donc, ça, c'est le point. Saïdou, ta contribution avant qu'on élise ce qui est à l'écran. OK, merci beaucoup. En fait, nous, lorsqu'on commençait déjà à vendre nos produits, c'était des légumes. Donc, on avait nos cibles. On a ciblé juste les grossistes, les revendeurs de légumes, les grossistes. Et dès que le produit, ça reste déjà une semaine pour que ça soit récolté. Et on les contacte directement par appel téléphonique. Et voilà, et ils commencent à faire leurs commandes et ils achètent en gros et on les revend. Donc, c'était cette méthode-là qu'on utilisait jusqu'à maintenant. OK. Allô, Saïdou? Allô, oui. D'accord. Donc, chez toi, ce que je retiens en plus du choix, comme Claudia dit tout à l'heure, il y a un côté anticipation. Parce que tu as pris les devants où tu allais rencontrer tes potentiels clients pour te rassurer qu'une fois que ton produit, par exemple, est disponible, il va être écoulé. Ouais. Donc, ces exemples-là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire au quotidien, même sans nous en rendre compte, nous faisons du marketing. Je pense que, par exemple, chacun chez lui, quand il sait qu'il va recevoir quelqu'un d'important, il va nettoyer la maison, il va arranger ci, il va arranger ça. C'est du marketing pour faire bien voir, bien accepter, et après, il peut avoir des résultats bénéfiques pour vous derrière. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a du marketing. La définition que nous avons apprêtée, vous allez en trouver d'autres différentes, mais il faudra savoir que dans le marketing, il y a des éléments qui vont toujours revenir. Il y a le client, il y a le consommateur, il y a l'acte d'achat. Donc, le but du marketing au niveau des entreprises qui cherchent à faire du profit, parce qu'il y a aussi un marketing social, il y a un marketing environnemental, mais dans notre domaine dans lequel nous sommes, c'est pousser vraiment les clients et prospects à acheter et consommer vos produits. Si on achète et on ne consomme pas, c'est bien à l'instant parce que vous faites du chiffre d'affaires, vous vendez, mais à moyen terme, ça peut montrer on va dire quoi? Une non-appréciation de votre produit. Peut-être il a acheté, il n'est pas satisfait, il ne reviendra pas. Donc, on doit acheter et consommer. C'est pourquoi dans la plupart des publicités, qui est une partie du marketing, quand vous voyez les produits de grande consommation qu'on doit manger, on vous montre ce produit et on vous montre comment la personne l'utilise. On ne vous montre pas comment il achète et il va mettre dans un tiroir. Il achète et il l'utilise pour vous inciter à faire comme lui. Et c'est ainsi que vous pouvez assurer la pérennisation de votre structure. Donc, le marketing pour les PME a deux importances principales. Identifier les clients, les consommateurs et leurs besoins, parce que vous venez répondre à un besoin, vous apportez une solution à un problème identifié dans la société, dans votre environnement, dans votre marché. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est donc savoir comment atteindre les objectifs de l'entreprise. Parce que si on prend Saïdou,
Il dit cette année, notre objectif, je dis un chiffre comme ça, c'est 1 million. Une fois qu'il a défini l'objectif de l'entreprise, les 1 million ne vont pas tomber du ciel. Il faut donc s'asseoir avec toutes les équipes pour dire comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif-là. Il va dire, on va rencontrer par exemple les grossistes, mais qui va le faire? Quel est le budget qui sera alloué à cette tâche, à cette activité? On va le voir plus loin dans la présentation. Donc, le marketing vous permet donc de dire, si nous voulons atteindre cet objectif de 1 million, voilà vers qui on doit aller. Ça rejoint le point des choix. Donc, Claudia et Saïd ont parlé. Voilà vers qui on doit aller. Il se trouve à tel endroit. J'aime bien prendre l'exemple d'un cordonnier. Je pense qu'on en a dans tous nos pays. Ces cordonniers qui sont ambulants. Demandez-vous toujours où est-ce qu'on les trouve, ces cordonniers ambulants. Ils vont toujours se placer dans les grands carrefours, les coins où il y a beaucoup de passages de piétons. Il ne va pas se mettre dans des endroits où les gens ont des véhicules, non. Ils cherchent où il y a beaucoup de passages piétons parce qu'à tout moment, il y a des personnes qui vont remarquer nos chaussures sont sales, s'arrêter 2-3 minutes, on a ciré et ils continuent. Donc, il faut bien identifier les clients, savoir comment les atteindre et permettre donc à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en déclinant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les différentes stratégies que vous allez élaborer ou mettre en place. Mais on a mis un point en bas comme une remarque. Un bon marketing n'est pas une garantie de succès. Ça veut dire que vous pouvez tout mettre en œuvre et le marché dit on ne veut pas de ce produit. Je vous prends un exemple. Vous essayez de fabriquer une voiture avec des roues carrées. Cette voiture-là n'arrive pas à rouler. Vous allez beau mettre toutes les intelligences que vous voulez au niveau de votre service commercial, marketing et tout, vous n'allez pas vendre ce produit-là. Donc, en amont, il faut se rassurer qu'on a un produit qui est correct, qui est accepté par le marché. Et maintenant, le marketing vient simplifier la manière de toucher ses clients ou ses prospects, la manière de leur présenter votre produit ou votre idée, et il minimise, il réduit donc les risques d'erreur, les risques d'échec. Mais si en amont, vous n'avez pas bien bossé sur votre produit, vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez comme budget au niveau marketing, je vous rassure, ça ne va pas donner. Donc, les deux vont de pair, un bon produit et un bon plan marketing, de bonnes équipes marketing. Donc, ça, c'était vraiment pour la définition, comprendre le marketing, ce que c'est et en quoi est-ce que c'est important pour les PME. Avant de passer au deuxième point, je ne sais pas s'il y a un commentaire, une question, une remarque là-dessus avant qu'on ne traverse. Vous ouvrez le micro simplement et vous intervenez. OK. Donc, on va passer au second point. Le second point, donc, présente l'entreprise et son marché. Jusqu'à présent, s'il y a une chose que vous devez vraiment retenir de tout ce que nous faisons, c'est ce slide. Parce que, je le dis toujours, l'entreprise ne fonctionne pas en vase clos. Vous avez les meilleures idées du monde, les meilleurs produits du monde, mais si vous restez enfermé dans votre laboratoire, dans votre entrepôt, si les fruits de Saïdou restent dans le verger, ils ne servent à rien. 2-3 jours, ils sont déjà avariés, il faut uniquement les jeter. Il est important pour vous, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, porteur de projet, de bien vous connaître déjà. On considère que c'est un acquis, mais surtout de connaître ceux qui sont autour de vous. Qui sont vos clients? Qui sont vos concurrents? Qui sont vos fournisseurs? Qui sont vos distributeurs? Au niveau technologique, est-ce qu'il y aura des difficultés, des barrières à l'entrée pour vous imposer sur le marché? Au niveau de l'État, est-ce qu'il y a des réglementations qui peuvent être des contraintes pour vous? Par exemple, si je prends la mangue, je crois que c'est Saïdou peut-être qui est dans ce domaine-là, il faut peut-être avoir des agréments pour arriver à commercialiser ces produits-là à l'étranger. Il faut les prendre où? Peut-être ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé. Si tu te lances sans avoir toutes ces informations, même si tu as les meilleurs fruits du monde, tu vas te rendre compte que tu ne pourras pas les vendre.
Donc, il est vraiment important pour vous d'arriver à bien vous assimiler et à assimiler l'environnement dans lequel vous vous trouvez, dans lequel vous évoluez. Donc, on parle de se connaître. Qui suis-je, moi, en tant qu'entrepreneur? Je pense que Jean-Moïse avait fait une bonne présentation là-dessus au début. Qui est-ce que vous êtes en tant qu'entrepreneur? Avec qui est-ce que vous travaillez? Quelles sont les compétences que vous avez au sein de votre équipe qui vous permettent d'avoir espoir, par exemple, en l'avenir? Mon produit, il vient répondre à quel besoin? À qui est-ce qu'il s'adresse? Une fois que tu as toutes ces réponses-là, tu te demandes qui sont mes fournisseurs. Donc, pour développer ce produit, je dois bien acheter la matière première, par exemple, quelque part. Est-ce qu'il y a un seul fournisseur? Est-ce qu'il y en a plusieurs? S'il y en a un, s'il refuse de me vendre, qu'est-ce que je fais? S'il est en rupture de stock, qu'est-ce que je fais? Trouver un plan B, un plan C, un plan D, par exemple. Quels sont mes concurrents? Je viens sur un marché qui n'est pas vierge. Il y a des gens qui étaient déjà là avant moi. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il peut avoir de la place pour moi. Mais c'est aussi un problème parce que peut-être mon produit ne sera pas bien accepté par rapport à ceux des concurrents. Donc, il faut les connaître. Et généralement, ce qu'on propose, c'est de prendre, d'acheter parfois les produits de ces concurrents-là, voir ce qu'il y a de mieux que le vôtre ou de plus, le décortiquer vraiment pour arriver à trouver où est-ce que la différence se situe. Quand vous arrivez à faire cet étalonnage-là, vous prenez un jus de fruits d'un concurrent, vous prenez le vôtre, vous goûtez. Est-ce que le goût est pareil? Est-ce que le niveau de sucre est pareil? Le conditionnement, la facilité d'ouverture, les points de vente où il distribue ses produits. Il faut arriver à connaître votre fournisseur de telle sorte que quand vous décelez une faille, vous pouvez dire « je frappe sur cette faille-là ». Si c'est au niveau du goût que vous êtes le plus fort, dans votre communication, vous pouvez mettre en avant le goût. Si votre produit est plus onctueux, vous pourrez mettre l'accent sur cette onctuosité-là. Donc, il est important de connaître ses concurrents parce qu'on ne va pas dans une bataille sans connaître contre qui est-ce qu'on va se battre. Il faut connaître vos clients, on l'a dit. Mais connaître le client, ce n'est pas seulement de dire « mon client, c'est monsieur X, il habite à tel endroit ». Si vous pouvez savoir combien de fois par mois il achète ce type de produit, ça vous donne une indication sur le chiffre d'affaires potentiel et le revenu donc potentiel que vous pourrez faire. Est-ce qu'il a des enfants? Quand il achète pour lui ou il achète pour les enfants? Si c'est destiné aux enfants, on achète, je ne sais pas, une quantité de 10. Il consomme les 10 en 2 jours ou en 1 semaine. Tout ça doit vous guider dans le choix de vos cibles, le choix des points de vente, le choix de vos distributeurs. Donc, il est vraiment capital pour vous d'arriver à collecter le maximum de ces informations. Ne vous dites pas, ça va être fastidieux. Si vous le faites, c'est fastidieux au début, oui, mais après, ça vous simplifie la tâche sur pratiquement tout. Quelles sont les motivations d'achat? Quand on parle du luxe, par exemple, et du client lambda, dans le luxe, on va vous vendre une robe haute couture, par exemple, à 2 millions. Quelqu'un va l'acheter pour porter une fois et ne plus jamais la remettre. Mais le client lambda n'a pas les mêmes motivations. Donc, lui va dire, je ne peux pas acheter une robe de 2 millions, je vais prendre une robe peut-être de 200 000 et je peux la porter plusieurs fois. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont les motivations d'achat, vous allez partir proposer votre robe de 2 millions à celui qui n'achète que des robes de 200 000. La vente va se conclure, bien sûr, par un échec et vous direz, je n'ai pas de client. Or, vous êtes juste allé sur le mauvais segment. Donc, vous devez connaître toutes les autres parties prenantes importantes. J'ai parlé, par exemple, de l'État. Si vous voulez vous lancer dans la téléphonie, c'est un exemple, il vous faut avoir des autorisations, par exemple, du ministère des Postes et Télécommunications, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. On peut vous demander d'avoir un ticket d'entrée parce que ceux qui étaient avant vous ont beaucoup investi. Ça peut se chiffrer en milliards. Si vous dites juste, j'ai développé une très bonne technologie, vous ne cherchez pas ces informations. Vous prenez de l'argent, vous injectez dans la recherche et développement. Au moment de mettre votre produit sur le marché, il est morné parce que vous n'aurez aucun agrément, vous ne pourrez pas le vendre, vous aurez échoué. Donc, important de connaître vraiment toutes les autres parties prenantes. Et il y a un point clé là-dessus qu'on appelle les facteurs clés de succès. Savoir ce qu'il faut pour réussir sur ce marché.
Si sur ce marché, le facteur clé de succès, par exemple, c'est la facilité d'obtention du produit, quel que soit à combien vous le vendez, s'il est facilement accessible, vous êtes sûr de le vendre. Mais vous décidez plutôt de le mettre dans des zones difficiles d'accès et vous le vendez moins cher. Personne ne va se déplacer pour l'acheter. Donc, il faut toujours connaître, quand vous vous lancez, quel est le facteur clé de succès sur ce marché-là ou pour ce type de produit. Parce que la concurrence, là, vous pouvez avoir ces informations-là. Dernière chose qui est importante, on en a parlé aussi, je pense, lors des séances introductives, connaître la taille de votre marché. Plusieurs personnes se lancent en disant le marché existe parce qu'autour d'eux, il y a des gens qui disent oui, moi, je peux acheter ci, je peux acheter ça. Il se dit il y a un marché potentiel qui existe. Mais ce marché potentiel se limite à sa famille. Il injecte beaucoup d'argent dans la recherche, le développement de son produit et au moment de vendre, il n'y a que ses proches qui l'achètent. Résultat, perte sèche dès le départ, dette, fermeture de l'entreprise. Donc, il faut vous renseigner, aller dans les chambres de commerce, aller auprès des associations, des regroupements patronaux, prendre des informations pour savoir exactement pour ce que je veux faire, est-ce que le marché existe. Pour les produits basiques ou génériques, vous n'avez pas forcément besoin de cette étude-là parce que le marché parle de lui-même. On a pris tout à l'heure le produit, le marché des jus, par exemple, des jus de fruits naturels. C'est un marché qui existe. Vous n'avez pas besoin forcément de faire une étude poussée pour savoir si vous aurez des clients. Vous aurez des clients. Maintenant, ce qui va vous intéresser sur ce marché-là, par exemple, c'est où est-ce que je me positionne là-dessus. Vous avez des grands groupes étrangers qui vendent dans nos pays. Vous avez des producteurs locaux qui étaient là avant vous, bien identifiés. Vous avez même des étudiants qui, dans leur chambre, font des produits et vendent. Ce sont aussi vos concurrents. Et si vous ne tenez pas compte d'eux, ce sont eux qui vont vous damer le pion. Quand vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez dire, donc, comme tout à l'heure, je mets mon produit et je vais mettre l'accent sur l'onctuosité parce que tous les produits qui sont sur le marché pour le moment, je les trouve très liquides. Or, quand ils sont onctueux, ils durent en bouche, on ressent plus peut-être cette sensation de fruit. Voilà comment vous devez réfléchir. Donc, quand vous avez les informations, quand le marché parle de lui-même, pas besoin de perdre du temps pour faire une étude de marché longue. Vous faites plutôt une bonne étude de votre concurrence, de vos clients, de votre réseau de distribution et vous y allez. Mais si les informations, le marché ne parle pas, vous serez obligé de creuser pour trouver les informations qui vont vous permettre de dire « je peux m'engager parce que ce marché-là peut absorber le produit que je vais apporter ». Donc, voilà quelques éléments. Et maintenant, donc, en termes d'outils d'analyse, là, on a quand même mis quelques-uns qui sont les plus utilisés. On va commencer par le SWOT. Qui sait de quoi il s'agit quand on parle de SWOT comme outil d'analyse? On en a déjà parlé lors des précédentes les opportunités, séances avant menaces. de commencer le programme d'incubation. Pardon, Claudia, je n'ai pas suivi. Je disais opportunités. Oui. Menaces. Oui. Quoi d'autre là, j'ai oublié. Voilà. Force et faiblesse. Force et faiblesse, voilà. Voilà. Force, faiblesse, opportunité, menace. C'est le premier outil d'analyse et le plus simple, on va dire. Ouais. Parce que quand vous le faites, tout ce qu'on attend de vous, c'est d'être vraiment, on va dire, clair, le plus juste possible. N'essayez pas de vouloir tout embellir, non. Si vous savez que vous allez vous lancer sur le marché des jus de fruits, quelles sont mes forces? J'ai un verger, par exemple, comme Saïdou, dont je peux récolter mes fruits. Je ne dépends pas des fournisseurs sur la matière première. Ça, c'est important. J'ai des ingénieurs agronomes qui peuvent me sortir des variétés de fruits que les autres n'ont pas. Donc, en termes de, on va dire quoi, d'éléments de différenciation, je serai important. Faiblesse, je n'ai pas une unité d'embouteillage de mes jus. Donc, une fois que je fais le jus, je ne sais pas comment je vais embouteiller. C'est fait de manière artisanale. On ne sait jamais. Une main peut être sale et à la consommation, on tombe malade. Donc, voilà une faiblesse réelle pour moi.
Opportunité, le marché est en plein essor. De plus en plus, les gens se tournent vers les produits naturels avec un faible sucre. Donc, l'opportunité existe. Les menaces, c'est que la même opportunité devient une menace parce que les acteurs sont très importants sur ce marché. Et comme on a dit, on a de grands groupes locaux ou internationaux qui sont là-dessus. Moi qui démarre avec mes 5 millions de budget, est-ce que je pourrais m'en sortir? Donc, quand vous faites cette étude-là de manière froide, vraiment, vous pouvez dire, ici, je suis bon, là, pas trop, donc il faut que je fasse des efforts. Ici, je dois peut-être recruter quelqu'un qui s'y connaît en chaîne d'emballage, je dois, et puis ça vous permet d'avancer. Le deuxième outil d'analyse, on a mis BCG, c'est la matrice BCG. Quelqu'un a une idée là-dessus? C'est vrai que dans nos environnements, on n'utilise pas beaucoup, mais il est important toujours de les connaître parce que si on prend le cas de BCG, par exemple, lui parle en termes de produits, mais au départ, il parle des activités. Il parle des activités au départ. Donc, taux de croissance des marchés et puis les parts de marché que vous avez là-dessus. Si on parle de, on va dire simplement, je vais vous brosser simplement ce que la matrice BCG présente. Il vous présente votre part de marché sur le taux de croissance du marché. Et il vous propose donc des solutions par rapport à votre présence sur ces marchés-là. Vous quittez ou vous vous maintenez. Donc, on a les poids morts. Poids morts, ça veut dire qu'ils pèsent plus pour vous. Vous pouvez vous en séparer. Les produits dilemmes ou les secteurs d'activité dilemmes, vous vous posez encore des questions. Est-ce que je réinvestis pour le rendre plus performant ou bien je m'en débarrasse? Ça veut dire que j'arrête tout, je le ramène à poids mort. Après, je le fais sortir de mon portefeuille. Vous avez vos produits stars, vos produits vedettes. Quel que soit ce qui se passe, vous ne vous en séparez pas. Parce que dès qu'on pense à votre entreprise, c'est à ce produit-là d'abord qu'on pense. Donc ça, c'est un produit, quel que soit lambda. S'il perd de l'argent, vous allez en réinjecter. Et la dernière catégorie, ce sont les vaches à lait. Ce sont les produits qui vous rapportent le plus. Donc vous aussi, vous pouvez faire donc à votre niveau une petite matrice BCG qui vous permet de dire, dans ma gamme de fruits, de jus de fruits naturels, par exemple. Celui à l'ananas, c'est mon produit vache à lait. Quand je dépense 10 000, j'ai un rendement de 300%. Donc, voilà, celui-là, je dois bien m'en occuper parce qu'il me rapporte de l'argent. Votre produit de vedette, c'est le jus de pomme ou de goyave, par exemple, que vous avez commencé il y a 10 ans. Donc, tout le monde, quand on pense à votre entreprise, on dit, oui, son jus de goyave. Et le jour où il disparaît, qu'on ne le retrouve plus dans les rayons, le consommateur est capable de dire peut-être que votre entreprise a fermé. Quand vous vous retrouvez sur les dilemmes, vous avez lancé un jus de fruits à base de citron et de carottes. Il marche, il ne marche pas, il marche, il ne marche pas. Là, vous allez vous questionner. Je le garde ou je le fais sortir de mon portefeuille de produits? Si je le fais sortir de mon portefeuille de produits, je le remplace par quoi? Vous voyez? Et les pois morts, ce sont des produits. Vous avez fait un jus de fruits à la tomate qui ne passe carrément pas. Vraiment, il ne passe pas du tout. Perte sur perte, perte sur perte, perte sur perte. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de le maintenir pour qu'il absorbe les marges que les autres produits ont apportées. Vous, carrément, vous vous en débarrassez. Vous allez dire, décision managériale, on sort du jus de tomate et on va mettre autre chose. Ce qu'il faut retenir sur BCG, c'est qu'à un moment, il vous dit, vous pouvez avoir un produit qui n'est pas rentable, mais vous le laissez dans votre portefeuille parce qu'il occupe le terrain. Et ça aussi, en tant que chef d'entreprise, vous devez le savoir. Ce n'est pas parce qu'un produit ne gagne pas de l'argent au niveau où vous voulez que vous allez le sortir du marché. Continuons avec l'exemple des jus de fruits. J'ai dit tout à l'heure, votre produit phare, au début, c'était le jus de goyave. Aujourd'hui, il y a plusieurs produits qui sont arrivés, vous vendez bien. Et vous dites, le jus de goyave ne me rapporte plus. Je veux le sortir du marché. Le risque que vous avez, c'est que si vous le sortez du marché, vous laissez place. Allô, Claudia? Ton micro est ouvert.
Je dis le risque, donc, si vous décidez de sortir votre jus de goyave du marché, c'est que vous laissez la place aux concurrents pour se renforcer et venir vous attaquer sur la position où vous êtes leader, qui est le jus d'ananas. Donc, vous pouvez dire, OK, sur le segment des goyaves, j'ai 20% de part de marché, même si je ne gagne pas, je pourrais gagner s'il était à 35%. Vous acceptez de maintenir ces 20%-là, perdre un peu d'argent et occuper le terrain. Parce que si vous sortez de là, les 20% vont être répartis aux autres concurrents qui sont plus forts pour venir vous affronter sur votre produit vache à lait. Donc, vous devez avoir toujours cette perspective-là de se dire, ici, je ne gagne pas, mais est-ce que sur un autre plan, ça ne me permet pas d'avoir de l'avance, par exemple, sur mes concurrents? Donc, c'est en cela que la matrice BCG trouve toute son importance. Le troisième outil d'analyse que nous avons présenté, c'est celui de Michael Porter. Donc, lui, il s'agit ici aussi d'un outil d'analyse du marché. Là, je pense que certains d'entre vous en ont aussi entendu parler. Ici, il étudie vraiment la concurrence. La concurrence avec les entreprises qui sont dans votre secteur d'activité, avec les entreprises qui font à peu près la même chose que vous. Et puis, il analyse le pouvoir que les clients et les fournisseurs exercent sur vous. On reprend encore une fois l'exemple des jus de fruits. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous décidez de chercher qui sont vos concurrents, vous allez regarder les grandes entreprises, vous allez regarder les coopératives agricoles qui font de la transformation, les PME locales, mais vous n'allez pas oublier l'étudiant, par exemple, qui est dans sa chambre et qui fait aussi du jus de fruits. Parce que négliger celui-là, c'est lui permettre de se renforcer, de grandir et dans 1 an, 2 ans, venir vous damer le pion. Donc, Michael Porter demande de contrôler les nouveaux arrivants. Une société qui fait de l'eau minérale, facilement, elle peut décider de se lancer dans les jus de fruits. Une société comme celle de Saïdou, qui a un verger qui vend les fruits, ils peuvent décider de se diversifier et d'entrer dans les jus de fruits. Ce sont des concurrents, ce sont des nouveaux arrivants, il faut les contrôler. Les produits de substitution. Vous avez, à un moment, on vendait beaucoup des produits qui sont un mix entre le lait et les jus de fruits. Ça, ce sont des produits de substitution. Vous avez les boissons gazeuses qui sont des produits de substitution. Donc, si vous restez focus uniquement sur ceux qui font les jus de fruits naturels comme vous, celui qui fait les boissons gazeuses, il va s'adapter, dire qu'il y a moins de sucre chez moi, il y a moins de... Oui, Mohamedou, tout à l'heure, je te donne la parole. Juste 1 minute, je termine sur ce point, s'il te plaît. Donc, vous devez aussi regarder ceux-là qui ne sont pas directement vos concurrents, mais qui, du jour au lendemain, peuvent basculer de votre côté. Vous devez toujours avoir un regard sur eux. Pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients. Je vous ai dit, avant de vous lancer, regardez combien de fournisseurs existent. S'il y en a un seul, c'est dangereux. Est-ce que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu? S'il est seul, il va fixer ses prix comme il veut, sans tenir compte de vos contraintes. S'ils sont nombreux, est-ce que tous offrent la même qualité de produit? Il faut le savoir. Est-ce que tous offrent les mêmes prix? Le pouvoir de négociation des clients. Dans votre portefeuille de clients, il y a un client qui pèse 90%, un grand centre commercial. Vous allez dire, c'est bien, ça me permet d'écouler 90%. Mais c'est dangereux parce que si demain vous perdez ce client-là, vous n'avez plus rien du tout. Donc, le pouvoir de négociation du client est important pour vous permettre de savoir comment est-ce que votre portefeuille doit être réparti. Il est important d'avoir 4-5 clients qui vous font peut-être 45% du chiffre d'affaires. Et maintenant, le reste peut être divisé entre plusieurs petits clients pour que si l'un part, que l'entreprise ne sombre pas. Évitez d'avoir un seul client qui porte 100% de votre chiffre d'affaires ou qui porte les 2/3 de votre business. Donc, voilà le point sur Michael Porter. Mahamadou, je te donne la parole avant qu'on ne termine par la courbe du cycle de vie du produit. OK, merci beaucoup, coach, pour la qualité de la présentation et tout.
Désolé pour les retards, j'avais un problème de réseau. Voilà, vu que je venais un peu en retard, moi je voulais savoir, par exemple, dans mon cadre là, j'ai des casquettes. Je suis coordinateur d'un réseau de jeunes entrepreneurs ouest-africains au Mali. Donc, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Emploi pour former les jeunes et tout ce qui va avec. Déjà, j'ai ma petite unité, je transforme les produits locaux, jus, sirop et confiture. Donc, j'avais élaboré un projet en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, de former à peu près 1000 jeunes dans... Parce que j'avais élaboré ces projets-là, parce que j'avais besoin de fonds de roulement, beaucoup de fonds pour aménager mon logo et tout ce qui va avec. Sur ce, j'avais besoin de l'argent. Donc, j'ai élaboré un projet pour soumettre au ministère de l'Emploi pour former les jeunes dans l'agroalimentaire, dans mes domaines, quoi, en fait. Après, je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis en train de créer mes propres concurrents ou... Voilà, mais l'avantage que moi, je fais en bouteille et en plastique, mais ils seront formés que uniquement en bouteille. Parce que je sais que là, c'est un peu compliqué. Les marchés, parce que c'est des produits naturels, 100% naturels. Mais avec en plastique, là, c'est moins cher. Mais les jeunes seront formés qu'en bouteille. Je suis en train de voir, est-ce que je suis en train de créer mes propres concurrents ou bien, voilà, je suis un peu perdu, quoi, si vous pouvez me conseiller à ces enfants. Merci. D'accord. Bon, c'est vrai que je n'ai pas tout saisi, mais j'ai suivi ta question à la fin et je vois un peu quel est le fond de ta pensée. Ce qu'il faut dire au départ, c'est que la formation est importante. Tu vas former des personnes qui ne seront pas forcément tes concurrentes, qui peuvent venir travailler avec toi. Et au moins, tu sauras que ce sont des personnes qualifiées parce que c'est toi qui les as formées. Maintenant, en termes de concurrence, oui, mais je ne pense pas qu'ils vont t'attendre pour être tes concurrents. Tu peux leur donner l'idée quand ils voient ce que tu fais, mais après, ils n'ont pas ton savoir-faire. Ils n'ont pas ton expertise. Toi, tu transformes les produits. Ils n'ont pas tes produits, ils n'ont pas tes fournisseurs, tu vois. Le savoir-faire que tu as, que tu mets dans la transformation pour arriver au produit final, ils ne l'ont pas. Eux, ils voient le produit fini quand il faut peut-être l'embouteiller. Là, ça ne leur donne pas d'informations sur le process dès le départ. Et c'est sur cette chaîne de valeur de la transformation-là que toute la différence se fait. Donc, ne vois pas ça en termes de création des concurrents. Tu peux les observer, voir comment ils se comportent. Parmi eux, certains peuvent être très curieux, venir te poser des questions. Oui, mais c'est bien ce que tu fais, je vois. Au départ, tu prends tes fruits où? Là, tu peux t'inquiéter, tu ne leur donnes pas la réponse, tu vois. Donc, si tu as des questions qui sont vraiment du genre à comprendre ce que tu fais, à rentrer dans ton business, tu ne réponds pas à ces questions-là. Mais tout ce qui concerne le cadre de la formation que tu as arrêté avec tes partenaires, tu peux le faire parce que à terme aussi, tu auras besoin d'employer ces personnes-là quand tu auras ton unité. Donc, tu pourras piocher là-bas pour les utiliser parce que tu sais qu'ils sont déjà formés. Donc, essaye de préserver ton jardin secret. Où est-ce que tu produis? Comment est-ce que tu produis? Sur quoi est-ce que tu mets l'accent? Comment tu fais ta transformation et tout? Laisse-les uniquement sur le volet pour lequel tu es en train de les former. Et puis, je pense que ça devrait aller. Moi, j'ai une question, coach. En fait, moi, je me dis, quand on est dans le monde du business, il faut être aussi courageux de partager des connaissances qu'on a. Parce que j'ai toujours pensé que on se dit qu'on a la vision, mais moi, je pense que la vision, enfin, c'est même pas toi, pendant que tu sauras que ta vision, elle a été bien partagée, bien adoptée par les personnes avec qui tu souhaiterais qu'ils adoptent cette vision. C'est plutôt le jour où tu n'es plus, par exemple, où tu n'as plus toutes tes facultés et que les personnes continuent à exercer ce dont tu voulais bien qu'elles exercent. Donc, moi, je pense que bon, c'est vrai que la réponse enfin, c'est tout le monde qui s'oriente un peu vers cette approche. Mais moi, je me dis, oui, à mon avis, hein, moi, je dis que de mon côté, je n'ai pas peur de partager des connaissances
même si c'est vrai qu'on peut créer à un moment donné ses concurrents, mais au moins les gens auraient, enfin, cette vision-là, en plus, une chose est sûre, vous ne pourrez pas satisfaire toute la population, tout le marché. Donc, il faut bien accepter que d'autres aussi fassent la même chose que toi pour que voilà, votre vision aussi soit atteinte, touchée par le monde, quoi. Enfin, ça, c'est ma compréhension des choses. Oui, effectivement, Claudia. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas mauvais, la transmission est bonne. Parce que comme je l'ai dit, dans le cas de Mahamadou, par exemple, il va employer certaines de ces personnes-là plus tard. Donc, s'il ne les forme pas, c'est à ses dépens aussi. Mais après, dans ce que tu dis, partager à d'autres connotations. Par exemple, quand tu es à la phase d'idée de projet, tu vas t'ouvrir à quelques personnes pour savoir si ce que tu peux faire peut intéresser les gens, tu vois. Donc, même dans cette phase-là, tu peux donner l'idée à quelqu'un qui n'était même pas conscient du potentiel qu'il y a. C'est toi qui peux lui suggérer ça en lui disant, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Donc, c'est bien de le faire, mais comme je dis toujours, quand vous le faites, ne dévoilez pas le fond de votre pensée. Même si vous le faites, gardez ce qui va vous permettre de faire la différence plus tard. Exactement. Oui, gardez ce qui va vous permettre de faire la différence. C'est là-dessus que ça va se jouer. Donc, on va finir avec... D'accord. Donc, les outils d'analyse, on va finir. Il y a des micros qui sont ouverts, s'il vous plaît. Non, il y a un peu de bruit. Fermez leur micro. Kidjo. OK. Coach Dani. Oui. J'ai une question, Coach Dani. Merci. Je vois le nom qui s'affiche, oui. Dans ces différents outils d'analyse, je sais que pour la plupart de nos projets, nous sommes en phase d'idée ou de lancement. Oui. Et donc, dans ces différents outils d'analyse, j'aimerais savoir à quel moment les utiliser en fait. Pour le SWOT, j'ai l'habitude de l'utiliser. Par contre, le BCG, j'ai l'impression que c'est au moment où le produit est déjà lancé. Donc, je vais être un peu dans le noir. Allons-y, je vous écoute. OK, c'est concernant ces différents outils d'analyse. J'ai l'impression que pour le BCG, il s'agit généralement de l'utiliser lorsque le produit est déjà ancré dans le marché. Donc, pour essayer de voir dans quelle catégorie on peut se trouver, si c'est un produit dilemme, si c'est un produit poids mort ou vache à lait. Mais pour notre part, nous sommes encore à l'idée ou pour les autres au lancement. Donc, est-ce que c'est adéquat de l'utiliser à ce stade de notre projet? Non. Ce que je fais là, dans le groupe, il y a certains qui sont encore à la phase d'idée, mais il y a d'autres qui ont déjà commencé. C'est pourquoi je vous présente les principaux. Je vais finir avec la courbe du cycle de vie et ensuite je vais répondre à ta question, s'il te plaît. D'accord. Donc, la courbe du cycle de vie s'intéresse uniquement aux produits. Uniquement. Le cycle de vie d'un produit, ça part d'où? Une fois que l'idée a été maturée, validée, on a le lancement. Ensuite, il y a une phase de croissance, il y a une phase de maturité, il y a une phase de déclin et puis le produit disparaît. Ça, c'est la courbe normale d'un produit. Maintenant, vous avez des produits qui ont déjà plus de 100 ans d'existence. Vous allez vous demander, est-ce que ces produits ne disparaissent pas? L'intelligence au niveau de ces entreprises-là, c'est de constater que lorsque le produit décline, par exemple, dont les ventes ne sont plus importantes, on change quelque chose pour relancer. On crée donc un rebond pour créer une nouvelle croissance et une nouvelle maturité. C'est comme ça qu'on peut faire perdurer un produit ainsi que son cycle de vie. Et là-dessus, ça permet donc de répondre à ta question. Une entreprise qui est encore à la phase de projet, elle va utiliser par exemple l'analyse SWOT. Parce que le SWOT te permet de savoir si tu es prêt ou pas. Tu vas utiliser Michael Porter, qui te permet de faire une introspection sur toi, de voir qui sont les fournisseurs, les clients. Tu n'en as pas encore, mais tu peux déjà te projeter sur le marché. Quels sont ceux qui existent sur le marché, les nouveaux arrivants, donc tes potentiels concurrents.
qui sont là. Tu dois avoir ces informations même avant de te lancer. Donc, tu peux utiliser SWOT, tu peux utiliser Michael Porter, tu peux utiliser la courbe du cycle de vie. Parce que la courbe du cycle de vie commence au lancement. Mais avant d'arriver au lancement, tu dois te rassurer que ton produit est bon, est viable, il y a ci, il y a ça. Donc, en fonction de la phase dans laquelle ton produit se trouve, tu vas apprécier et utiliser l'outil qui convient. Un entrepreneur dont le produit se trouve en phase de croissance, le SWOT est passe-partout. Il peut utiliser Michael Porter et puis il peut utiliser la courbe du cycle de vie. Parce que cette courbe-là, je vous ai dit, il y a à peu près 4 ou 5 phases. Si on va jusqu'à la disparition, ça fait 5 phases. Mais un produit peut être lancé et en phase de croissance, il disparaît. Vous le savez quand même. Il n'a même pas le temps d'arriver à maturité qu'il a déjà disparu. Or, si vous ne suivez pas l'évolution de votre produit, comment le marché se comporte, vous allez vous dire, OK, je l'ai lancé, tout va bien. Dans 2 ans ou dans 6 mois, je serai en maturité, je vais engranger des fonds et tout. Et à ce moment, je vais voir comment travailler pour que mon produit ne décline pas ou ne disparaisse pas. Dès qu'il est en croissance, il disparaît. Donc, il faut toujours être à l'écoute, toujours être vraiment vigilant, les yeux ouverts pour savoir ce que vous pouvez faire. Donnez-moi juste un instant, j'essaie de trouver. On nous a coupé un peu la lumière là. J'espère que là, on pourra se voir un peu mieux. Donc, ça, c'était le second point sur l'entreprise et son marché. Comme je dis, n'hésitez pas, même après dans les groupes WhatsApp, vous pourrez poser des questions, on y répondra. Donc, le troisième point qui est donc assez important après tout ce que nous venons de voir, c'est la segmentation du marché. On a dit tout à l'heure, quand j'ai demandé quelques définitions, on a parlé de choix. Choisir ses clients. Je vends à qui? Le lieu, où est-ce que je les trouve? Où est-ce que je mets le produit à leur disposition? Le prix, je fixe mon prix de vente sur quelle base? Quels sont les critères qui vont me diriger? Donc voilà globalement les éléments qu'on va avoir sur ce qui concerne la segmentation du marché. Donc, si on reprend l'exemple, on a commencé avec lui depuis, des jus de fruits. Ici, j'avais mis, OK, c'est bon. Ici, j'avais mis scène de vie. Comment procède un vendeur ambulant de petites glaces? Donc, on va faire un cas pratique là-dessus. Je pense que dans nos pays, il fait assez chaud. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Donc, un vendeur de glace, comment est-ce qu'il procède? Où est-ce qu'il va pour vendre? Comment est-ce qu'il aborde les gens? Parce que là, c'est vraiment des petites activités, mais on vit la segmentation du marché avec eux. Tout à fait. Ils font des B2B, quoi. Business to business, quoi. Business to business. Business to business, on va utiliser ça dans les grandes entreprises, quand 2 grandes entreprises échangent ensemble. En tout cas, Coach Dani. Je formule peut-être, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le nom de celui qui intervient, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la réponse de Yaf. Pour ma part, je pense que le vendeur de glace se rendra dans des carrefours ou alors aux abords des écoles avec des glaciers. Il y en a qui poussent des brouettes avec des glaçons et des glaces à l'intérieur. Donc, ils se ravitaillent pas loin, mais ils se concentrent dans des zones à forte population. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le premier point et le plus important. Et là, on touche vraiment à la segmentation. Parce que tout le monde peut consommer une glace. Mais il ne va pas aller se mettre à l'entrée d'un bar pour vendre ses glaces. Celui qui vient dans le bar, il sait qu'il veut prendre un jus, il veut prendre une bière ou je ne sais pas quoi d'autre. Il va aller dans un carrefour, un passage piéton bien fréquenté. Quand quelqu'un s'arrête à un feu rouge, il le voit, il dit « OK, donne-moi une glace ». Il va aller à la sortie des écoles. Parce que quand les enfants sortent, ils n'ont pas d'argent,
Mais ils vont le voir, ils vont dire, papa, maman, je veux une glace. C'est ça. Donc, segmenter le marché, c'est ça. C'est diviser le marché en des groupes distincts et homogènes. C'est la même chose qu'on va faire pour les jus de fruits. Les jus de fruits, c'est générique. Maintenant, dans les jus de fruits, vous avez des jus de fruits sans sucre ajouté. Vous avez des jus de fruits sans sucre, je ne sais pas comment on dit. Vous pouvez avoir autant de gammes que vous voulez dans les jus de fruits. Et chaque gamme est destinée à une clientèle précise. Donc, si vous développez vos produits, ils sont les meilleurs. Nous sommes déjà d'accord là-dessus. Mais vous ratez votre segmentation, vous allez échouer. Vous échouerez lamentablement. Vous avez un bon produit à Libreville, par exemple. Quand vous regardez votre clientèle, c'est peut-être les jeunes cadres moyens. Ces cadres-là travaillent au centre-ville. Mais ils font leurs achats quand ils rentrent en périphérie parce qu'ils vivent de ce côté-là. Vous décidez donc de prendre tous vos produits et de mettre dans les supermarchés qui sont en centre-ville. Résultat, vous ne vendez jamais. Parce que dès qu'ils sortent du travail le soir, ils courent pour entrer. Et ça, quand ils sortent du centre-ville, qu'ils s'arrêtent pour faire tous ces achats. Donc, il faut arriver à dire, voilà ma cible, ils vivent à tel endroit et voilà leurs habitudes d'achat. Je mets donc le produit à leur disposition, à proximité, à tel prix, avec telle facilité. Donc, il faut vraiment faire l'effort de réussir cet élément-là, cet aspect de segmentation. Le cœur de cible dont on parle, c'est quoi? Vous avez vu les cibles au niveau des Jeux olympiques, par exemple, quand on fait le tir à l'arc. La cible, c'est le petit point qui est au milieu, qui rapporte le plus de gains. Les autres à côté rapportent aussi des gains, mais pas comme celui-là. Et c'est la même chose, pardon, c'est la même chose quand on parle de la segmentation ou du ciblage. Vous dites, je fais des jus de fruits, c'est pour les gens, les diabétiques, les ci, les ça, ça englobe plusieurs personnes. Ou bien si on prend le vendeur de glace, la glace, c'est pour se désaltérer quand il fait chaud. Donc, normalement, tout le monde peut prendre une glace, hormis peut-être ceux qui ne supportent pas le sucre, parce que les glaces sont sucrées. Donc, une fois que vous avez donc défini votre cible, le cœur de cible maintenant pour le vendeur de glace, ça sera qui? Et là, on va retrouver le point dont je vous parlais en introduction, le client et le consommateur. Aujourd'hui, il y a des adultes qui sont le cœur de cible pour certaines glaces. On va vendre en pot, qu'on va vendre sur des bâtonnets un peu plus chers. C'est le cœur de cible pour ce type de glace-là. Mais les petites glaces qu'on va vendre à 100 francs ou bien qu'on va colorier de plusieurs couleurs, le cœur de cible, ce seront les enfants. Même si ce ne sont pas eux qui réalisent l'acte d'achat, toutes les publicités sur ces glaces-là vont tourner autour des enfants parce que ce sont eux qui vont dire aux parents, à maman, à papa, je veux telle glace. Et le père, lui, il achète pour donner à l'enfant. Si l'enfant n'est pas satisfait, la prochaine fois, on n'achètera pas cette glace-là. Donc, vous avez une cible qui est large, mais après, il faut déterminer votre cœur de cible qui est cette population-là qui va vous permettre de maximiser sur les ventes. Les cibles annexes, connexes qui sont à côté vont contribuer à 30 à 25% à la réalisation de votre chiffre d'affaires, mais c'est sur votre cœur de cible que vous maximisez. Si vous vendez mal à votre cœur de cible, même si vous faites 100% au niveau des cibles qui sont environnantes, vous n'arriverez pas à quelque chose de correct, disons comme ça. Donc, comme je disais, donc, segmenter un marché, c'est le diviser en groupes de clients distincts et homogènes. Distinct, ça veut dire quoi? Vous avez des critères. Déjà, le sexe, c'est un critère. La situation socio-professionnelle, le lieu d'habitation, les habitudes culturelles et autres. Voilà certains critères que vous avez. Homogène, c'est maintenant la consommation. Je vous ai dit, il y a des glaces qu'on vend maintenant dans des pots de 2 litres, par exemple, ou d'1 litre. Il faut
ces glaces-là sont adressées à un certain type de population. Si vous prenez cette glace-là, vous allez mettre chez le boutiquier du quartier, il ne vendra pas même après 10 ans. Parce que ses clients vont toujours acheter les tout petits pots consommés, attendre 2 semaines avant de revenir. Celui qui achète ce gros bol d'1 litre ou de 2 litres, il a d'autres habitudes de consommation. Pourquoi est-ce qu'on segmente? On a donc répondu à tout ça parce qu'il faut faire face à l'hétérogénéité des marchés. On l'a vu, profil et comportements d'achat différents. Inefficacité d'une offre et d'une communication unique. Vous prenez, on a pris l'exemple de la robe de soirée tout à l'heure, ou bien d'une robe haute couture, pardon. Si vous prenez cette robe-là, vous faites une communication adressée à ceux qui vont acheter une robe de 200 000. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas toucher votre cible. Et on l'a vu ces derniers temps avec les téléphones, la téléphonie. iPhone, Samsung et les autres. iPhone, quand ils font leur communication, ici, on a l'impression qu'ils s'adressent à tout le monde. Or, ils ne s'adressent pas à tout le monde. Ils ont ciblé une certaine catégorie de personnes qui peuvent acheter un iPhone, un iPad, des iPods, qui peuvent acheter tout l'environnement nécessaire pour utiliser, pour exploiter au maximum les produits de Apple. La communication doit être adaptée à la cible que vous visez. Et dernier point, pourquoi il est nécessaire de segmenter, c'est pour découper le marché. On a commencé par là tout à l'heure. Donc voilà un peu le troisième point de notre plan concernant la segmentation. Donc, vous allez voir que tout ce qu'on fait depuis le début, connaître son entreprise, c'est bien, connaître son marché, c'est bon. Une fois qu'on connaît le marché, il faut le découper au niveau de la clientèle pour savoir à qui on va vraiment s'adresser. Et donc, le petit point là-dessus donc, nous ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure, le cœur de cible. On dit le cœur de cible ramène au groupe de clients qui sont intéressés au premier chef par votre produit ou service. Celui qui est le plus susceptible de vous assurer la plus grande entrée de chiffre d'affaires, de rentabilité. C'est l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Donc, bien l'identifier permet d'avoir une stratégie ciblée et efficace pour cela. Quand vous faites votre communication, celui qui est la population qui fait partie de votre cœur de cible doit se sentir concerné immédiatement. Ils ne doivent pas avoir un doute dans leur esprit. Si vous faites des jus de fruits naturels pour les diabétiques, votre communication doit être claire pour que le diabétique sache que voilà la boisson que je dois consommer dorénavant. Si c'est flou dans son esprit, il va acheter une fois, le lendemain, il va changer. Donc, il doit savoir que ce produit que vous mettez sur le marché, c'est pour lui. Maintenant, un autre peut se dire, je contrôle juste mon taux de sucre, je ne suis pas diabétique, je vais quand même le boire. Mais votre cœur de cible doit être au courant. Et j'ai mis dans quelques outils de segmentation d'un portefeuille. Vous connaissez la loi de Pareto 20-80. 20% de vos clients vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. C'est votre cœur de cible. Si vous ratez ces 20%-là, vous vendez aux 80% qui restent, vous voyez que leur contribution est marginale. ABC, c'est classer vos clients en 3 grands groupes. Les 5% à peu près qui vont vous rapporter près de 60% de votre chiffre d'affaires. Les 35% qui vont vous rapporter à peu près 25% ou 30% de votre chiffre d'affaires. Et le reste qui va vous rapporter 10%. Ça vous permet de voir sur qui vous devez mettre l'accent. Sur les 5% qui vous rapportent 60% du chiffre d'affaires. Ensuite, sur la deuxième catégorie de 30% de clients, vous dosez vos efforts en fonction de ce que les clients vous rapportent. Si vous décidez de mettre tous vos œufs dans le même panier, de mettre tous vos clients au même niveau, vous allez faire une énorme erreur. Le client qui est votre cible principale doit se sentir différent des autres parce que c'est lui qui fait l'acte d'achat
Et une fois qu'il est satisfait, il vous ramène d'autres clients. Donc, voilà le point sur la définition du cœur de cible. Donc, je pense qu'on va finir avec ce 4e point pour aujourd'hui. Et jeudi prochain, on va regarder les 3 autres parce qu'on a 7 points dans notre plan pour cette session en attendant qu'on prépare que les autres soient prêts. Donc, une fois donc que vous avez défini, trouvé qui est votre cible et vous avez défini qui fait partie de votre cœur de cible, il faut arriver à communiquer avec cela. C'est pourquoi ici, on parle de définir la proposition de valeur et son positionnement par rapport à cette cible-là. Le positionnement, basiquement, c'est quoi? Qui peut donner terre à terre quand on parle de positionnement? De quoi est-ce qu'on parle? Coach Dani, je peux dire que le positionnement pour moi est la place du produit dans l'esprit du consommateur. Oui, simplement. Vraiment, il ne faut pas chercher plus que ça. C'est uniquement ça. C'est le consommateur qui décide, c'est le client qui décide. Donc, la banque peut dire, mon positionnement, on va prendre une marque de téléphone, je ne sais pas moi, Tecno. Tecno peut dire, moi, je me positionne comme un téléphone haut de gamme. Ils ont sorti le Fantôme qui se voulait vraiment haut de gamme. Mais qu'est-ce que le marché a dit? Toi, tu te positionnes haut de gamme. Nous, on te prend toujours pour un téléphone moyen de gamme, même si c'est un Fantôme. En haut de gamme, on a Samsung, on a iPhone. Donc, c'est le consommateur qui a décidé. C'est pourquoi, si Tecno décide de vendre son Fantôme à 350 000 comme un iPhone ou comme un Samsung, le client va dire, je ne peux pas acheter un Fantôme à 350 000, quand bien même il aurait les mêmes caractéristiques que le Samsung. Dans le positionnement, l'entreprise le souhaite, mais c'est le client qui l'accepte. Il peut dire, OK, je te laisse là, ou je te mets plus haut, ou je te mets plus bas. Donc, la proposition de valeur, c'est un énoncé qui décrit de façon claire la manière de répondre aux besoins des clients. J'ai dit, quand vous avez déjà déterminé votre cible, vous avez déterminé la population qui fait partie du cœur de cible, il faut savoir comment les toucher. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils sachent que ce produit-là s'adresse à eux. C'est ça la proposition de valeur. Et on dit ici, comme j'expliquais tout à l'heure, elle ne doit pas être vague ou générale et elle doit permettre de vous différencier de vos concurrents. Parce que si c'est flou, comme je le disais tantôt, le client diabétique, il va utiliser votre produit une fois, votre boisson, et il va passer à autre chose. Ça doit être clair. Ma boisson est faite à base de jus naturels qui sont récoltés, transformés maximum 48 heures après la récolte, sans sucre ajouté. Et pendant toute la chaîne de distribution, elle est toujours restée à une température de 17 degrés. C'est clair. Le client va savoir que, OK, on n'a pas transporté cette boisson sous un soleil de 40 degrés pour venir vendre. Parce que sous 40 degrés, ça peut changer quelque chose dans le produit. La proposition de valeur est claire. Et si vous décidez donc après ça de dire, je vends mon produit à 10 000 alors que la concurrence est à 8 000, le client va dire, oui, j'accepte parce que je vois ce que tu as fait de différent. Pendant toute la chaîne, la chaîne du froid a été respectée. Par exemple, le produit est resté frais. Il n'a pas subi des variations de température. Quand on a récolté, il n'était pas avarié parce qu'il a été transformé maximum 48 heures après la récolte. Donc, ce sont des éléments qu'il faut faire ressortir. C'est pourquoi quand vous allez faire, je ne sais pas moi, une communication, un spot publicitaire et tout, il y a des éléments qui devront toujours ressortir pour que celui qui vous regarde comprenne que, OK, donc quand celui-là récolte par exemple ses mangues, le lundi, au plus tard, le mercredi matin, c'est déjà transformé, le jeudi, c'est embouteillé et le vendredi, c'est au supermarché. Et tout ça,
sans respecter la chaîne de froid. Quand le client a cette information, il ne doute pas, il se dit, je vais prendre. Un autre qui est flou, on peut se poser des questions. Est-ce que ce sont des mangues qui se gâtaient déjà, qu'il a rapidement transformées pour venir mettre sur le marché? Si c'est le cas, moi, par exemple, je ne vais pas acheter si j'ai cette information-là. C'est pourquoi on dit qu'il faut être clair. Ça doit être décrit de façon claire et convaincante. Comment vous faites pour répondre aux besoins des clients? Si vous ne mettez pas de sucre, dites je mets par exemple de la canne à sucre. Le client va savoir effectivement c'est naturel, je n'ai pas de doute. Je mets de la betterave. Je ne mets pas des sucres chimiques ou autres, non. Et ça doit bien figurer par exemple sur vos bouteilles, canne à sucre ou bien sucre à partir de la canne, sucre à partir de la betterave et autres. Ou bien sucre à partir du miel par exemple. Et si vous ne mettez carrément pas de sucre, même le miel, il n'y a pas, la canne, il n'y a pas et tout. Le client lit, il sait, la proposition de valeur est claire. Maintenant, on dit, comment créer donc une proposition de valeur? Là, on a mis en 4 étapes. On a déjà parlé, pardon, nous avons déjà parlé de la définition de sa population cible, définir, faire correspondre vos avantages aux besoins des clients. Je vous ai dit, on développe un produit pour répondre à un besoin, pour apporter une solution à un problème rencontré dans notre environnement. Si vous trouvez que on se plaint beaucoup d'obésité et qu'on accuse le sucre, une des réponses donc, c'est d'apporter des boissons faibles en sucre ou qui ont 0 sucre. Vous avez vu, Coca-Cola à un moment avait mauvaise presse. On disait le taux d'obésité aux États-Unis, les gens prenaient les boissons gazeuses. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas retiré Coca-Cola du marché. Pour répondre donc à cette population qui voulait continuer de boire les boissons gazeuses sans, entre guillemets, prendre du poids, on a lancé le Coca Zéro. Et tous les autres ont suivi Pepsi Cola Zéro et autres. Après, on a dit sans sucre, parce qu'on disait zéro, certains ne comprenaient pas. Ils ont carrément dit Coca-Cola sans sucre. Donc, les avantages viennent répondre aux besoins du client. Tu t'es plaint de ce que l'autre Coca-Cola avait du sucre, celui-ci n'a pas de sucre. Et ce Coca-Cola-là sera donc le concurrent de celui qui fait une boisson naturelle sans sucre. Et aujourd'hui, quand vous regardez le portefeuille produit de Coca-Cola, ils ont de l'eau, ils ont du lait, ils ont des yaourts, ils ont des boissons gazeuses et ils ont des boissons naturelles. C'est pour dire que quel que soit le type de personne qu'il y a devant, ils auront une solution pour répondre à son besoin ou au problème que celui-là rencontre. Donc, vous n'aurez pas la prétention d'avoir le même portefeuille produit que Coca-Cola, mais vous pourrez au moins, avec les produits que vous avez, arriver à dire clairement à quel besoin vous venez répondre et pourquoi c'est votre produit qui est adapté pour répondre à ce besoin-là. Et là, on parle donc d'être précis, être unique. Donc voilà les 4 vraiment étapes pour la création d'une bonne proposition de valeur. Et ce que chacun devrait faire après la séance d'aujourd'hui, c'est de se dire, OK, je prends une feuille, je prends un bic, j'essaye de définir quelle est ma proposition de valeur. Ça va vous permettre de balayer tout ce que nous avons vu plus haut pour arriver donc à votre cœur de cible et de voir comment vous allez répondre aux besoins de cela. Quels sont les éléments que vous allez mettre en avant? Être précis, c'est pour dire, ne donnez pas, par exemple, 10 avantages parce que le client n'a pas le temps ou le consommateur n'a pas le temps de regarder tout ça. Vous devez toucher ce qui est le plus pertinent. Dans certains cas, on parle de faire une échelle de notation. Vous pouvez prendre 10 et vous voyez celui qui est le plus pertinent, qui reflète le mieux la solution que vous apportez. Vous prenez les 3 premiers, vous tapez là-dessus. Être unique, il faut être sûr que si votre concurrent, je l'ai dit avec les jus naturels, votre concurrent a mis l'accent sur le goût, vous ne parlez plus du goût. Parce que le goût est déjà lié à ce concurrent-là.
Vous pouvez parler de l'onctuosité. Ça a un bon goût, oui. Mais après, est-ce que ça dure dans la bouche? Ça ne dure pas dans la bouche. À peine tu as mis sur ta langue, tu as eu le goût et c'est parti. Or, le tien est plus lourd, plus onctueux. Tu le savoures le temps qui passe de ta langue à ta gorge. Voilà comment vous êtes différent, vous êtes unique. Dans un livre, Les 22 lois du marketing, la première loi, c'est la loi du premier occupant. Ils disent dans ce livre qu'une entreprise qui est la première sur un marché a plus de chances de réussir que les autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient en deuxième position, il ne va pas marcher, il ne va pas réussir. Il réussit parce que la deuxième loi du marketing dit la loi de la catégorie. Ça veut dire que si j'arrive le deuxième ou le troisième sur un marché, je crée ma catégorie où je serai le premier. À ce moment, je suis le premier de ma catégorie. Et c'est la même chose que vous devrez faire. Pour la plupart, vous allez être sur des marchés où il y a déjà une concurrence qui existe, qui est bien installée, bien établie. Vous devrez pouvoir vous démarquer. Celui qui était là avant vous, il a une bonne occupation du terrain, mais il est peut-être plus lourd. Vous allez mettre l'accent sur la célérité. Quand tu commandes chez moi, je te livre en 30 minutes. Alors que l'autre a beaucoup plus de clients, il va faire 2 heures pour te livrer. La loi de la catégorie. Tu n'étais pas le premier, mais sur ta catégorie, la célérité pour livrer, tu deviens le premier et tous les autres vont te copier. Après, tous ceux qui vont venir dire qu'ils livrent en 30 minutes, on va dire, mais vous avez copié ce que Percy a fait ou ce que Saïd a fait. Donc, loi de du premier occupant, si vous ne pouvez pas être le premier, loi de la catégorie, créez votre catégorie et vous êtes le premier dans cette catégorie-là. Donc, voilà pour terminer pour aujourd'hui. On va voir cette carte perceptuelle. C'est une carte qui permet un peu de positionner l'entreprise par rapport à ses occupants. Pardon. Et tous les outils qu'on vous donne là, vous pourrez les essayer vous-même plus tard. Vous voyez la définition qu'on donne, c'est ce que Percy disait tout à l'heure. Le positionnement est la place que l'entreprise ou ses produits-services occupent dans l'esprit des clients par rapport aux concurrents. Ou la place que l'entreprise veut occuper sur le marché et la façon dont elle souhaite être perçue par les clients consommateurs. Je vous ai pris l'exemple de Tecno. Tecno, ils ont Itel et ils ont Infinix. Infinix, pour eux, c'est un peu leur haut de gamme. Tecno, c'est le moyen de gamme. Itel, c'est le bas de gamme. Mais dans Tecno, ils ont voulu sortir un téléphone capable de concurrencer les Samsung et les iPhones. Ça, c'est le positionnement voulu, dans la place que l'entreprise veut occuper. Mais ce que le marché a reçu, c'est que même si tu fais tout ça, tu restes techno, tu te laisses toujours au niveau des téléphones bas de gamme, moyen gamme. Donc, dans l'esprit des consommateurs, malgré que ce soit un téléphone qui a de bonnes performances, de bons ceci, de bons cela, on l'a laissé moyen de gamme. Donc, dans l'esprit du consommateur, son positionnement n'était pas au même niveau que Samsung et iPhone. Et on dit en conclusion aussi, votre positionnement ne doit jamais être flou. Et vous devez pouvoir le décliner en une phrase. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous trouvez les 3 mots qui définissent clairement ce que vous proposez, ce que vous faites, et voilà votre positionnement. Si c'est une boisson pour les sportifs, ça doit être clair que c'est une boisson pour les sportifs. S'il y a déjà une société qui fait des boissons pour les sportifs, vous le dites, mais vous le dites différemment. Vous ne le dites pas de la même manière que celui qui était là avant vous. Parce que le marché retient, il se souvient toujours. Il va dire que mais il est en train de copier ce que tel a fait. Il est en train de copier ce que tel a fait. Vous le dites différemment pour être unique. Et moins c'est long, mieux c'est. Donc, voilà les points qui étaient prévus pour aujourd'hui. Donc, nous avons encore 3 points que nous allons aborder jeudi prochain, toujours à partir de 18h30. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations, des commentaires avant qu'on arrête. Mais comme je vous ai dit, essayez à partir déjà de ce qu'on a fait jusqu'à présent
vous-même d'établir certaines choses. Ceux qui sont encore à la phase de projet, ce qui est important ici pour vous, c'est de commencer par bien connaître ce que vous voulez proposer, votre produit, avec qui vous travaillez, quels sont vos fournisseurs, est-ce que sur votre marché, il y aura des barrières à l'entrée ou pas, autant de choses. Très, très important. Ne vous lancez pas sans avoir répondu à ces questions-là. Pour ceux qui sont déjà en activité, regardez aussi ces points-là parce que ça va vous permettre de corriger peut-être certaines choses que vous étiez en train de mal faire. Deuxième point, arrivez à toucher clairement ce qui vous intéresse. Qui est ma cible? Dans cette cible-là, qui est-ce que je cherche? Quand vous prenez les jus de fruits, la cible est large. Le cœur de cible pour quelqu'un, ça peut être les diabétiques. Pour un autre, ça va être les personnes âgées. Pas forcément diabétiques, mais les personnes âgées. Pour quelqu'un d'autre, ça va être des sportifs. Donc, quel est votre cœur de cible? Il faut arriver à l'identifier parce qu'après, c'est à lui que vous allez vous adresser avec la proposition de valeur, avec le positionnement. Donc, je vous remercie déjà pour la séance de ce jour. Je vous laisse la parole s'il y a des commentaires avant que nous ne nous séparions. Merci. Hello, nous sommes ensemble? Oui, nous sommes ensemble. Oui, coach. D'accord. Oui, on est là. Donc, s'il y a pas... Pardon? J'allais dire, moi, en fait, j'aurais du mal à poser des questions parce que j'ai eu beaucoup de coupures de connexion. Donc, je n'ai pas tout suivi. Je risquerais de poser une question. Après, on va vous partager, je pense. Après la séance de la semaine prochaine, on va vous partager les slides. Avec Jean-Marie. Mais voilà, la session est enregistrée. Après, vous pourrez la regarder sur la chaîne YouTube. Voilà, ça, par contre, ça va être mis sur YouTube, donc vous pouvez regarder tranquillement à tête reposée, prendre des notes et puis vous-même préparer déjà vos différents documents. D'accord, coach, merci. Ok, merci, coach. Dans le drive que Jean-Moïse a mis en ligne, on a vu que les slides. Je pensais trouver aussi les vidéos. Non, je pensais que dans le drive que nous avez partagé, il y aurait aussi les vidéos des séances. Mais vous dites que ce sera sur YouTube, donc il faudra juste qu'on reçoive le lien. Oui, parce que là, c'est enregistré. Je ne sais pas, Jean-Moïse peut-être va le mettre sur le drive. C'est Jean-Moïse qui a arrangé. Peut-être vous allez le retrouver sur le drive, effectivement. Mais ça sera aussi mis sur la chaîne YouTube de Tropics Business Incubator. Donc, ces deux supports-là, vous pourrez continuer à les regarder sans problème. Je pense que j'ai présenté le plan. Essayez aussi déjà pour la semaine prochaine de voir par rapport à ce qu'il vous reste à faire, la stratégie et le mix marketing, parce que là, ça sera un peu plus long et un peu plus concret, le plan marketing et après la mesure des écarts. Mais vraiment, essayez d'appliquer ce que nous avons vu aujourd'hui à votre niveau. Ça va beaucoup vous aider dans la structuration et puis tout ce qui est développement commercial de votre côté. D'accord. Donc, je vais vous dire donc merci pour cette séance. J'ai été très heureux de la partager avec vous. La semaine prochaine, on se retrouve toujours avec des interventions aussi intéressantes et puis on fera le point à la fin. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, coach Sani. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Ceux qui ont pris les numéros, là, on aura un groupe d'ici là. Ok, à très bientôt sur le groupe alors. Ok, ça marche. Allez, on va jouer de l'avant. Ouais.